Alors bonjour Madame Française, est-ce que vous pouvez nous expliquer du point de vue scientifique quand commence exactement la vie pour la grossesse? On peut essayer quand même de donner quelques notions. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même bien connues en ce qui concerne la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, c'est-à-dire entre un gamète mâle et un gamète femelle. Mais ça, c'est pas tout le monde connaît ça. Mais ce qui se passe tout de suite après, c'est vrai que c'est assez fantastique quand même dans l'explosion d'énergie pour mettre en place tout ce système qui va aboutir au développement d'un enfant, développement d'abord de l'embryon, puis du fœtus. Mais au tout début, d'abord, tout le monde sait qu'on a 46 chromosomes, que les ovules en ont 23, avec un X en principe, et que les spermatozoïdes en ont 23 également, avec soit un X, soit un Y. À fécondation, on a donc une fusion de ces deux noyaux avec donc aboutissement d'un œuf à 46 chromosomes. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que quand l'ovule arrive dans les trompes, il y a une protection qui se met autour de l'ovule, et dès qu'il est fécondé, il y a ce qu'on appelle une membrane pellucide ou une zone pellucide qui protège l'embryon, enfin le futur embryon, ses premières divisions, enfin ses premières cellules, et qu'elles vont commencer à se diviser déjà dans la trompe. Et cette pellicule qui protège ces premières divisions cellulaires en 2 cellules, puis 4 cellules, puis 8 cellules, puis 16 cellules, etc., sont contenues dans cette membrane, qu'on peut appeler membrane pellucide, mais c'est plus une zone, c'est pas une vraie membrane. Et puis quand l'œuf arrive dans la trompe, la membrane disparaît, l'œuf va pouvoir commencer à grandir. Mais tant qu'il est dans la trompe, il est contenu dans cette protection. Voilà, dans cette protection. Donc c'est déjà sympathique comme mise en place de quelque chose de protecteur, et pour pas qu'il y ait d'autres spermatozoïdes qui viennent, etc. Et puis dès les premières, donc dès qu'il y a fécondation, il y a vraiment une mise en place du patrimoine génétique instantané pour cet enfant qui est complètement à part, qui est déjà à part. Oui, qui est complètement nouveau, puisqu'il y en a la moitié qui vient du père et la moitié qui vient de la mère. Et puis on se rend compte qu'à ce moment-là, il se passe des choses un peu fabuleuses. Alors quelque chose qui n'est pas très très connu, c'est ce qu'on appelle l'empreinte parentale. L'empreinte parentale, ça veut dire que chacun de nous a reçu un patrimoine génétique, donc des chromosomes paternels et maternels, avec une empreinte de nos parents. Et nous-mêmes, quand on fabrique nos ovules ou nos spermatozoïdes, on efface l'empreinte reçue de nos parents et on imprime la nôtre qui va être transmise à nos enfants. Alors ça, vous appelez ça comme vous voulez, mais si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et bon, alors ça n'existe pas que chez l'homme, c'est dommage, que chez l'homme ça serait encore plus, mais bon, ça fait plus fort, mais c'est quand même quelque chose qui montre bien l'importance et l'unicité de chacun, quoi. C'est-à-dire on a les chromosomes reçus de nos parents, mais avec une empreinte qui est spécifique. C'est formidable. Et alors il y a ça qui est quand même un peu... Et ça se fait, bon j'en parle maintenant parce que c'est vrai que ça se fait au tout début au moment de la fécondation, voilà. Ouais. Et après, alors... Après, il y a des maladies qui sont dues à des anomalies de l'empreinte, justement. Donc, du père ou de la mère, justement. En génétique, on va retrouver effectivement des maladies dues à des phénomènes d'empreinte mal faits. Et il y a des zones du génome qui sont soumises à l'empreinte et des zones qui ne sont pas soumises à l'empreinte. Alors, cette empreinte reste dans toutes les parties du génome qui sont soumises à l'empreinte. Et puis, les gènes, donc les informations génétiques qui ne sont pas soumises à l'empreinte, cette empreinte s'efface. Mais on a des zones du génome qui sont soumises à l'empreinte. Par exemple, on a un chromosome 15, par exemple, pour ne parler que de celui-là, où on a besoin d'avoir une empreinte paternelle et une empreinte maternelle sur une partie du chromosome 15 pour être normaux, si on a normal. Si on a 2 chromosomes 15, mais qu'on a 2 chromosomes avec une empreinte maternelle ou 2 chromosomes avec une empreinte paternelle,
on aura... En fait, il faut vraiment l'association des deux empreintes. Paternelle et maternelle. Le génome paternel et maternel sont complémentaires et indispensables. Ah ouais. Ça, c'est quand même fabuleux. Ouais. Quand même. On a beau faire toutes les théories qu'on veut, ça va Il n'y a pas. rien à faire. Il y a quoi. Il faut rien que ça à soit là faire. pour un équilibre de la nature ou de la vie. De la vie, de la vie. Hein. La vie est possible si on a cette complémentarité de nos génomes paternels et maternels. Et ça, c'est ce qui est incroyable, c'est que je ne pensais pas en parler tout de suite, parce que dans l'apprentissage de la génétique et quand on fait des cours de génétique, on n'en parle pas tout au début. Ouais. Mais si on parle effectivement des débuts de la vie, on ne peut pas occulter ce phénomène un peu exceptionnel qui est l'empreinte parentale qui est indispensable. Tout le monde sait ce que c'est que la trisomie 21, donc 3 chromosomes 21, dû à une non-disjonction de chromosome 21 soit dans un gamète paternel, soit dans un gamète maternel, donc un gamète fécondant ou fécondé avec 2 chromosomes 21, ce qui aboutit à une 3e chromosome 21. Mais il peut arriver, parce que les non-disjonctions sur le papier, enfin la disjonction chromosomique sur le papier c'est facile, 43 divisé par 2, on en a 26 dans un, 26 dans l'autre. Mais dans la nature, il y a souvent ce qu'on appelle des non-disjonctions, c'est-à-dire 2 chromosomes qui vont ne pas se disjoindre et migrer dans le même gamète. Et dans ce domaine-là, il y a aussi quelque chose que je trouve assez fabuleux, c'est qu'il y a des tentatives par la nature de correction de ces trisomies. C'est-à-dire Au moment de la fécondation aussi Oui, c'est-à-dire que les cellules... des cellules. C'est-à-dire que les cellules vont se retrouver par exemple avec 3 chromosomes 15. Je parle du chromosome 15 parce que c'est celui qui est le plus communément reconnaissable en clinique. 3 chromosomes 15 et la nature va essayer d'en remettre que 2. Donc dans les premières divisions cellulaires, va éliminer un chromosome 15. Mais il ne faut pas qu'il se trompe. Et alors ça il ne faut pas qu'il se trompe. Et C'est-à-dire que s'il élimine un chromosome paternel et qu'il reste 2 chromosomes maternels, là, l'enfant il n'est pas bien. Il faut qu'il y ait le chromosome 15 paternel et le chromosome 15 maternel. Et tout ça, ça se passe avant même que le cœur bat finalement. Avant même Oui, parce que le cœur bat assez rapidement, au bout du 12e jour, je crois. C'est assez rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Mais avant, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Mais dès la trompe, dès la fécondation, c'est le tsunami de mise en place de phénomènes qui sont indispensables. Il faut que quand l'œuf arrive dans la matrice utérine, qu'il y ait déjà des tas de choses en place, et au bout de 4-5 jours. Et en fait, l'identité de l'enfant est faite au moment de la fécondation, même, on peut dire. Oui. Ouais. L'identité et l'empreinte. L'empreinte génétique, plutôt. Enfin, si, l'identité, parce que le génome, on le reçoit de nos parents, c'est clair. Mais l'identité, dans le sens où on reçoit cette empreinte parentale qui n'est pas du tout la même que celle qu'avaient nos parents, puisqu'ils l'ont effacée pour remettre la preuve. Ouais. Et nous-mêmes, quand on devient adulte et qu'on fait des enfants, on efface l'empreinte reçue pour donner la nôtre. Moi, je trouve ça fabuleux. Bon, je suis peut-être naïve. Mais donc la vie est là, en fait, dès le départ, ou en tout cas, elle fait son œuvre dès le départ. C'est impossible de dire que la vie n'est pas présente. C'est pas par des mécaniques autres que vivantes que les choses se mettent en place. Que tout ça se passe, en fait. Enfin, je sais pas, qu'il y a déjà une protection du futur fœtus. Je ne suis pas une spécialiste de beaucoup de choses, mais chaque fois qu'on voit qu'on découvre ce genre de processus un peu scientifique, on a l'impression qu'on va dans l'infiniment petit, l'infiniment compliqué, mais qu'on arrive toujours aux mêmes conclusions, quoi. Enfin, disons des conclusions qui sont porteuses de vie et d'unicité, d'individualité, de personnes uniques. Ça, le personne unique, c'est sûr. Depuis 1827, avec Carl Ernst von Baer, la science déclara qu'une nouvelle vie commence à partir de l'union du spermatozoïde et de l'ovule, en formant ainsi le zygote. Dans cette unique cellule est déjà présent tout le matériel génétique qui constitue l'être humain. L'interruption de cette vie en développement s'appelle IVG. En fait, le plus gros mystère, ça serait plutôt dans les vrais jumeaux, plus que dans le démarrage de la vie, quoi, en fait, qui est là. Oui, mais de toute façon, la vie, elle est là. Ouais. Je ne sais pas, moi, je sais pas comment on peut dire autrement. Et puis, alors, il y a le fait d'avoir un chromosome d'origine paternelle et maternelle, c'est indispensable, complémentarité de nos génomes, le phénomène de l'empreinte, indispensable. Et puis, il y a des choses un petit peu sympathiques et rigolotes,
dans le sens où on a donc les femmes ont 46XX, donc il y a 2 chromosomes X, et les garçons ont 46XY et ont un chromosome X. Donc il y a un phénomène d'inactivation d'un X chez la femme pour qu'on ait un fonctionnement biologique à peu près identique. Il y a un X qui s'inactive, puis si jamais on a 3 X, ben, il y a 2 X qui s'inactivent pour qu'il y ait toujours un X actif. Et puis les autres sont inactivés. Donc c'est bon. Alors il y a des pathologies de ça aussi, il y a des pathologies de l'inactivation de l'X. Enfin, tout est très bien fait, mais c'est vrai qu'il y a des fois des ratés dans la mise en place de tout ça. Parce que c'est tellement compliqué. Ouais. C'est toujours un petit miracle en fait. C'est tout. Ah bon, oui. Toujours. Ouais. Enfin, moi je trouve. Hein, mais c'est... En tant que scientifique, ça vous étonne toujours en tant que... Ah, tout le temps. Et les naissances encore. Non, au début, on est au tout début. Ouais. 9 mois après. Mais à la fin, c'est encore... Ah oui, je trouve que c'est toujours très... On ne peut pas assister à un accouchement. Est-ce que vous avez assisté à beaucoup d'accouchements, du coup, par votre métier? En tant que... Oui. Ouais. Parce que vous êtes là, vous suivez en fait des grossesses à risque. Oui, non, mais j'assiste plus aux accouchements des patientes qu'on a suivies. Mais bon, on arrive à un âge où on a été médecin quand même pendant pas mal de temps. Et je me souviens j'ai des choses très précises sur le vécu de ces accouchements. Je n'arrive pas à rester... mais je crois que personne, les sages-femmes, c'est pareil, elles sont dans ce même processus d'émerveillement, parce que c'est l'aboutissement de ce qui s'est passé 9 mois avant et qui était fort compliqué, et qui arrive quand même dans la plupart du temps, dans 97% des cas. Ces 9 mois se passent plutôt bien avec un petit bébé à la fin. Alors c'est vrai qu'il y a 3% de grossesses qui ne se passent pas comme il faut. Bon, alors c'est toujours des souffrances, des problèmes et des souffrances énormes, puis des problèmes de choix et de discernement qui sont peut-être pas le sujet du jour, mais c'est vrai que ça mérite réflexion, ça mérite de beaucoup en parler. Je trouve que la vie, c'est vraiment mérite qu'on s'arrête dessus. Qu'on s'y attarde et puis de pas. Alors on peut comprendre que quand on a des déroulements de grossesse avec des choses des cas lourds, des cas lourds, oui, des diagnostics échographiques de malformation ou des diagnostics d'anomalies chromosomiques, ça pose des problèmes difficiles aux uns et aux autres. Je pense que aussi bien il faut que ça pose des questions aussi bien aux médecins et pas seulement qu'aux parents. Et je pense que, franchement, ces grossesses-là ne sont pas assez écoutées peut-être, non? Écoutées ou pas assez d'attention à tout ça. Alors bon, on essaye un petit peu d'être très attentif, mais d'abord quand les gens, quand ils ont un peu le nez dans le guidon, quand ils apprennent la nouvelle, ils ne sont pas toujours prêts à investir du temps. Et puis bon, c'est vrai que malheureusement, il y a des grossesses qui se terminent par des interruptions et c'est toujours C'est toujours des souffrances en fait. Ah ben, on peut pas. Toujours. C'est pas possible. Et même les interruptions volontaires de grossesse, moi j'ai le souvenir de patientes qui venaient en consultation donc pour diagnostic prénatal, trucs comme ça, et qui me reparlaient d'antécédents en disant mais j'ai interrompu une grossesse il y a 25 ans, est-ce que c'est pour ça que les choses se passent comme ça? Ah oui, donc il y a cette toujours espèce de boomerang qui revient à la figure, et si on ne fait pas un gros effort de donner du sens à tout ça, à mon avis, c'est que de la souffrance. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour ces femmes-là, finalement. Non. On observe chez beaucoup de femmes qui ont avorté un état dépressif et des désordres divers. Culpabilité, perte de l'estime de soi, désir de suicide, anxiété, insomnie, colère, troubles sexuels, cauchemars sur son bébé qui la hait ou qui l'appelle. Ces conséquences sont maintenant bien connues et sont identifiées sous le nom de syndrome post-abortif. Je me souviens de plusieurs fois de patientes qui ont choisi d'interrompre leur grossesse. D'abord,
nous, en ce qui nous concerne, en tant que médecin, on se doit d'avoir une information qui se doit d'être claire, loyale et objective. Donc, tant que claire, loyale et objective, il ne faut pas nier certaines évidences, il faut donner aux gens la possibilité de savoir ce qui va leur arriver, quitte à les envoyer voir un chirurgien plasticien pour une malformation du visage. Voilà, pour que voilà. On leur donner des solutions Voilà, on leur permet de dire que même s'ils gardent la grossesse, ils ne seront pas seuls dans leur combat. On est volontiers à côté d'eux pour les aider à gérer le quotidien s'ils sont un peu démunis. Enfin, tout ça, ça peut être des valeurs importantes. Mais s'ils arrivent s'ils prennent finalement le choix d'interrompre leur grossesse, je pense que... Enfin, moi, j'ai vraiment pas le souvenir, parce que c'est pas un souvenir, mais ça a toujours été une préoccupation de leur dire, bon, vous choisissez la moins mauvaise solution pour vous, peut-être, mais ce qu'il faut, c'est qu'à long terme, cet enfant ne soit pas réduit à un échec de maternité. Moi, je me suis toujours un petit peu battue pour ça, enfin battue. Mais ça veut dire quoi finalement un échec de maternité? Qui disent, bon, moi je voudrais qu'au bout de X temps, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ils puissent dire, voilà, cet enfant nous a apporté ci, nous a apporté ça. Qu'il y ait une reconnaissance de l'enfant. Non, de l'enfant, et puis de ce qu'il a pu apporter dans la maturation du couple, dans l'autre enfant qui viendra, c'est parce que lui n'était pas là. Enfin, je pense qu'il y a une façon de donner du sens à des choses qui apparemment n'ont pas de sens. Ouais. Parce qu'il y a des choses, des choix qui sont des non-sens, et si on laisse ces choix sur des non-sens, je pense que ça peut être que des casseroles et des douleurs et des souffrances qu'on traîne toute sa vie.